Chimamanda Ngozi Adichie, dans le recueil Autour de ton cou, une expérience intime. Chika enjambe la première la fenêtre du magasin, puis elle tient le volet à la femme qui se hisse derrière elle. Le magasin semble avoir été abandonné bien avant le début des émeutes. Les rangées d'étagères en bois sont vides et couvertes de poussière jaune, tout comme les conteneurs en métal empilés dans un coin. Le magasin est petit, plus petit que le dressing de Chika à la maison. La femme grimpe à l'intérieur et les volets de bois grincent quand Chika les lâche. Les mains de Chika tremblent, ses mollets sont en feu d'avoir couru depuis le marché, en équilibre instable sur ses hauts talons. Elle veut remercier la femme de l'avoir arrêtée alors qu'elle passait en flèche devant elle, de lui avoir dit « Allez pas par là !» et de l'avoir emmenée dans ce magasin où elles peuvent se cacher. Mais avant qu'elle puisse la remercier, la femme dit, portant la main à son cou nu, « J'ai perdu mon collier en courant, hé !» « J'ai tout lâché, dit Chika. J'étais en train d'acheter des oranges et j'ai lâché les oranges et mon sac à main. » Elle n'ajoute pas que le sac était un Burberry, un original que sa mère avait acheté lors d'un récent voyage à Londres. La femme soupire et Chika suppose qu'elle pense à son collier, sans doute des perles en plastique enfilées sur un cordon. Même sans son fort accent Haoussa, Chika voit qu'elle est du Nord à son visage étroit, à la hauteur inhabituelle de ses pommettes, et qu'elle est musulmane à son foulard. Celui-ci pend à son cou à présent, mais il était sans doute drapé autour de sa tête avant et lui couvrait les oreilles. Un long foulard de tissu léger, rose et noir, qui a le charme criard des choses bon marché. Chika se demande si la femme la regarde elle aussi, si la femme voit à son teint clair et à la bague chapelet en argent qu'elle porte à la demande de sa mère, qu'elle est ibo et chrétienne. Plus tard, Chika apprendra que pendant qu'elles parlent, toutes les deux, des musulmans Haoussa massacrent des chrétiens ibo à coups de machette, leur tapent dessus avec des pierres. Mais là, elle dit « Merci de m'avoir appelé. Tout s'est passé si vite, tout le monde s'est mis à courir et soudain je me suis retrouvée seule sans savoir quoi faire. Merci. » « Ici, c'est sûr, » dit la femme d'une voix si basse que c'en est presque un murmure. « Eux là, ils vont pas dans petits magasins, ils vont seulement dans grands magasins et marchés. »« Oui, » répond Chika. Elle n'a aucune raison d'être d'accord ou non pourtant. Elle ne connaît rien aux émeutes. Sa plus proche expérience se résume à un meeting politique à l'université quelques semaines plus tôt, où elle avait brandi une branche vert vif et scandé avec les autres « Dehors les militaires, Abacha, dehors, la démocratie maintenant !» D'ailleurs, elle n'aurait même pas pris part au meeting si sa sœur Neddy n'avait compté parmi les organisateurs qui étaient allés de foyer en foyer en distribuant des tracts et en parlant aux étudiants de l'importance de faire entendre notre voix. Les mains de Chika tremblent encore. Il y a à peine une demi-heure, elle était au marché avec Neddy. Elle choisissait des oranges, tandis que Neddy s'était enfoncé un peu plus loin pour acheter des arachides. Et puis des cris avaient éclaté en anglais, en pidgin, en haoussa, en hibou. « Bagarre, problème arrive, oh, ils ont tué homme !» Et tout d'un coup, les gens qui l'entouraient couraient, se bousculaient, renversaient des brouettes pleines d'ignames, abandonnaient des légumes abîmés qu'ils venaient de marchander âprement. Chika avait senti la peur et la sueur, et elle s'était mise à courir elle aussi. Elle avait traversé des rues larges, était entrée dans celles-ci étroites, et, elle le craignait, le sentait, dangereuse, jusqu'au moment où elle avait vu la femme. La femme et elle restent un moment silencieuses dans le magasin, à regarder par la fenêtre qu'elles viennent d'enjamber, dont les volets de bois se balancent en grinçant. Au début, la rue est calme, puis elles entendent des bruits de pieds qui courent. Elles s'écartent toutes deux de la fenêtre instinctivement, mais Chika peut quand même voir un homme et une femme qui passent. La femme tient son lapin au-dessus des genoux, un bébé attaché dans le dos. L'homme parle vite, en ibo, et tout ce que comprend Chika, c'est « Elle a peut-être couru chez oncle ». « Ferme fenêtre », dit la femme. Chika ferme la fenêtre et sent l'air venu de la rue, la poussière est soudain tellement épaisse qu'elle la voit former des tourbillons au-dessus d'elle. L'atmosphère est viciée dans la pièce et ne sent pas du tout comme dans les rues, où elle a l'odeur de cette fumée de couleur de ciel qui flotte dans l'air au moment de Noël, quand les gens jettent des carcasses de chèvres au feu pour éliminer le pelage. Les rues où elle a couru à l'aveuglette sans savoir dans quelle direction Neddy était partie, sans savoir si l'homme qui courait à côté d'elle était ami ou ennemi, sans savoir si elle devait s'arrêter pour ramasser un des enfants au regard perdu, séparés de leur mère dans la bousculade, sans même savoir qui était qui tuait qui. Plus tard, elle verra les épaves des voitures brûlées, leurs vitres et leurs pare-brises déchiquetés et béants, et elle imaginera les voitures en flammes parsemant la ville comme des feux de pique-nique,
témoin silencieux de tant de choses. Elle apprendra que tout avait commencé au parking, quand un homme avait roulé sur un exemplaire du Coran qui traînait sur le bas-côté, un homme qui se trouvait être ibo et chrétien. Les hommes présents, des hommes qui passaient la journée là jouant aux dames et se trouvaient être musulmans, l'avaient extirpé de son pick-up et décapité d'un éclair de machette, avaient porté la tête au marché en demandant à d'autres de se joindre à eux. L'infidèle avait profané le livre saint. Chika imaginera la tête de l'homme, sa peau devenue livide dans la mort, et elle en aura des hauts-le-cœur et des vomissements qui lui tordront l'estomac. Mais pour le moment, elle demande à la femme « Vous sentez toujours la fumée ?»« Oui, dit la femme, qui dénoue son lapin vert et l'étale sur le sol poussiéreux. Elle ne porte qu'un chemisier et une combinaison noire brillante déchirée aux coutures. « Viens t'asseoir. » Chika regarde le lapin élimé par terre. C'est sans doute un des seuls que la femme possède. Elle regarde sa propre tenue, une jupe en jean et un t-shirt rouge avec une image de la Statue de la Liberté qu'elle a tous deux acheté cet été quand elle a passé quelques semaines à New York avec Neddy chez des parents. « Non, votre lapin va se salir. »« Assieds-toi, » dit la femme. « Nous attendrons ici longtemps. »« Vous savez combien de temps ? Cette nuit ou demain matin. » Chika porte la main au front comme pour voir si elle a une poussée de fièvre paludique. D'habitude, le contact de sa paume fraîche la calme, mais cette fois-ci, elle est moite. Ma sœur achetait des arachides la dernière fois que je l'ai vue. Je ne sais pas où elle est. Elle va dans un endroit sûr. Neddy. Eh ? Ma sœur, elle s'appelle Neddy. Neddy, répète la femme, et son accent haoussa enveloppe le nom ibo d'une douceur duveteuse. Plus tard, Chika passera les morgues des hôpitaux au peigne fin pour rechercher Neddy. Elle ira au siège des journaux en serrant dans sa main la photo de Neddy et elle à un mariage, à peine une semaine plus tôt, celle où elle ébauche un sourire idiot parce que Neddy l'a pincée juste avant que la photo soit prise, où elles portent toutes deux des robes bustiers en tissu Ankara assorti. Elle scotchera des photocopies du cliché sur les murs du marché et des magasins voisins. Elle ne trouvera pas Neddy. Elle ne trouvera jamais Neddy. Mais pour le moment, elle dit à la femme « Neddy et moi, on est venus ici la semaine dernière pour rendre visite à notre tantie. On est en vacances scolaires. »« Vous allez où à l'école ?»« On va à l'université de Lagos. J'étudie la médecine. Neddy fait sciences politiques. » Chika se demande si la femme sait seulement ce que signifie d'aller à l'université. Et elle se demande également si elle a évoqué la fac dans le seul but de se raconter la réalité dont elle a besoin maintenant, que Neddy n'est pas perdu au milieu d'une émeute, que Neddy est en sécurité quelque part, sans doute en train de rire à sa manière spontanée de toutes ses dents, sans doute en train d'élaborer une de ses théories politiques, que le gouvernement du général Abacha se servait de la politique étrangère pour se donner une légitimité aux yeux des autres pays africains, par exemple, ou que l'engouement phénoménal pour les extensions de cheveux blonds est un héritage direct du colonialisme britannique. « On est chez notre tantie depuis une semaine seulement. En fait, c'est la première fois qu'on vient à Kano, » dit Chika. Et elle se rend compte alors de ce qu'elle ressent. Elle trouve qu'elle n'aurait pas dû être touchée par l'émeute, sa sœur et elle. Des émeutes comme celle-ci, c'était pour les articles qu'elle lisait dans les journaux. Des émeutes comme celle-ci, c'était ce qui arrivait aux autres. « Votre tantie est au marché ?» demande la femme. « Non, elle est à son travail. C'est la directrice du secrétariat. » Chika porte de nouveau la main au front. Elle se baisse et s'assied beaucoup plus près de la femme qu'elle ne l'aurait fait normalement, de façon à être entièrement sur le lapin. Elle sent sur la femme une odeur de quelque chose, un produit âcre comme le pain de savon dont leur bonne se sert pour laver les draps. « Votre tantie va dans endroit sûr. »« Oui, dit Chika. » La conversation est surréaliste. Elle a l'impression de se regarder parler. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle a eu lieu pour de bon, cette émeute. La femme regarde droit devant elle. Tout chez elle est long et fin, ses jambes étendues, ses mains aux ongles colorés au henné, ses pieds. C'est œuvre du mal, finit-elle par dire. Chika se demande si c'est tout ce que la femme pense des émeutes, si c'est tout ce qu'elle y voit, le mal. Elle aimerait que Neddy soit là. Elle imagine les yeux couleur cacao de Neddy s'animer, ses lèvres bouger rapidement pour expliquer que les émeutes ne se déclenchent pas en vase clos, que la religion et l'appartenance ethnique sont souvent politisées parce que le dirigeant est en sécurité tant que les affamés qu'il dirige s'entretuent. Chika se surprend à se demander si cette femme a l'esprit assez large pour comprendre quelque chose à tout cela, et elle en ressent une pointe de culpabilité. « À l'école, vous voyez des malades maintenant ?» demande la femme. Chika détourne rapidement le regard pour que la femme ne voie pas sa surprise.
Ma formation clinique? Oui, on a commencé l'année dernière. Nous consultons au CHU. Elle n'ajoute pas qu'elle est souvent assaillie par le doute, qu'elle traîne à l'arrière du groupe de 6 ou 7 étudiants pour échapper au regard du praticien hospitalier, en espérant qu'il ne lui demandera pas d'examiner un patient et de présenter son diagnostic différentiel. Je suis marchande, dit la femme, je vends oignons. Chika cherche du sarcasme ou des reproches dans le ton de sa voix, mais il n'y en a pas. Elle parle de la même voix égale et basse, une femme qui dit simplement ce qu'elle fait. J'espère qu'ils ne détruiront pas les échoppes du marché, répond Chika. Elle ne sait pas quoi dire d'autre. Chaque fois qu'ils font bagarre, ils cassent marché, dit la femme. Chika veut lui demander à combien d'émeutes elle a assisté, mais elle s'abstient. Elle a lu des articles sur les autres émeutes par le passé. Des fanatiques musulmans Haoussa attaquant des chrétiens Ibo, et parfois des chrétiens Ibo se lançant dans de meurtrières missions de vengeance. Elle ne veut pas d'une conversation qui dénonce. « Mon mamelon brûle comme piment, » dit la femme. « Comment ?»« Mon mamelon brûle comme piment. » Sans laisser le temps à Chika de déglutir la bulle de surprise dans sa gorge et de dire quelque chose, la femme enlève son chemisier et défait l'agrafe de devant d'un vieux soutien-gorge noir. Elle sort l'argent qu'elle y a glissé, des billets de 10 et 20 naïras, avant de libérer ses seins généreux. « Brûle, brûle comme piment, » dit-elle en prenant ses seins à 2 mains et en se penchant vers Chika, dans un geste d'offrande presque. Chika gigote. Elle se souvient de la rotation de pédiatrie d'il y a seulement une semaine. Le praticien hospitalier, Dr Olun Loyo, voulait que tous les étudiants sentent le murmure cardiaque de stade 4 d'un petit garçon qui les regardait avec des yeux pleins de curiosité. Le docteur lui avait demandé de passer la première, et elle s'était mise à transpirer, la tête vide d'un coup, ne sachant même plus où était le cœur. Elle avait fini par poser une main tremblante à gauche du mamelon du garçon, et le brrr, brrr, brrr du sang qui s'engouffrait en chuintant du mauvais côté, battant sous ses doigts, lui avait fait bégayer « Désolé, désolé », alors que le garçon lui souriait. Les mamelons de la femme n'ont rien à voir avec celui du garçon. Ils sont crevassés, raides et brun foncé, avec des aréoles un ton plus clair. Chika les regarde attentivement, tend la main et touche. « Est-ce que vous avez un bébé ?» demande-t-elle. « Oui, 1 an. » Vos mamelons sont secs, mais ils n'ont pas l'air infectés. Après avoir nourri le bébé, vous devez mettre de la crème. Et quand vous lui donnez le sein, vous devez faire attention à ce que la mamelon, et aussi cette partie-là, l'aréole, soit bien entrée dans la bouche du bébé. La femme regarde longuement Chika. « Première fois j'entends ça. J'ai 5 enfants. » Ça a fait pareil avec ma mère. Ses mamelons se sont crevassés quand le 6e est arrivé, et elle ne savait pas pourquoi, jusqu'à ce qu'une amie lui dise qu'elle devait hydrater. Raconte Chika. Elle ne ment pratiquement jamais, mais les rares fois où elle le fait, c'est toujours dans un but précis. Elle se demande quel est le but de ce mensonge-ci, quel est ce besoin de faire appel à un passé fictif semblable à celui de la femme. Neddy et elle sont les seuls enfants de sa mère. En plus, sa mère avait toujours eu le docteur Igbokwe, avec sa formation et son affectation toute britannique à portée de téléphone. « Qu'est-ce que ta mère met sur son mamelon ?» demande la femme. « Du beurre de cacao. Les crevasses sont vite cicatrisées. »« Et ?» La femme observe un moment Chika, comme si cette révélation avait créé un lien entre elles. « D'accord, j'en prends et je mets. » Elle joue quelques instants avec son foulard, puis elle dit « Je cherche ma fille. Nous allons ensemble au marché ce matin. Elle vend un rachid près de l'arrêt de bus parce qu'il y a beaucoup de clients. Et puis bagarre commence, je la cherche partout au marché. »« Le bébé ?» demande Chika, consciente de la stupidité de sa question alors même qu'elle la pose. La femme secoue la tête, et une étincelle d'impatience, de colère même, passe dans ses yeux. « Tu as problème avec tes oreilles? Tu n'entends pas? Là, je dis quoi ?»« Désolée, » dit Chika. « Bébé est à la maison. Celle-là, c'est première fille, Halima. » La femme se met à pleurer. Elle pleure sans bruit, et ses épaules se soulèvent. Ce ne sont pas les sanglots bruyants des femmes que connaît Chika, le genre qui hurle « Serre-moi dans tes bras, console-moi, parce que je ne peux pas faire face toute seule. » Les larmes de cette femme sont intimes, comme si elle se livrait à un rituel qui n'implique personne d'autre qu'elle. Plus tard, quand Chika en viendra à regretter que Neddy et elle aient eu l'idée d'aller au marché en taxi rien que pour voir un peu la vieille ville de Kano en dehors du quartier de leur tante, elle regrettera aussi qu'Halima, la fille de la femme, n'ait pas été malade, fatiguée ou paresseuse ce matin-là, ce qui l'aurait empêchée de vendre des arachides ce jour-là.
La femme s'essuie les yeux avec un pan de son chemisier. Qu'Allah garde ta sœur et Halima en lieu sûr. Et comme Chika ne sait pas trop ce que disent les musulmans pour exprimer leur accord, ça ne peut pas être Amen, elle se contente de hocher la tête. La femme a découvert un robinet rouillé dans un coin du magasin, près des conteneurs en métal. Peut-être là où le commerçant se lavait les mains, dit-elle en expliquant à Chika que les magasins de cette rue ont été abandonnés il y a des mois de cela, quand le gouvernement les a déclarés structures illégales vouées à la démolition. La femme ouvre le robinet et toutes deux regardent, avec surprise, un filet d'eau s'étirer. Brunâtre et si métallique que Chika en sent déjà l'odeur. Il n'empêche, ça coule. « Je me lave et je prie », dit la femme, d'une voix plus forte à présent, et elle sourit pour la première fois, découvrant ses dents régulières, celles du devant tachées de brun. Ses fossettes s'enfoncent dans ses joues, assez profondes pour avaler la moitié d'un doigt, inattendu sur un visage aussi mince. La femme se lave maladroitement les mains et la figure au robinet, puis elle retire son foulard de son cou et le pose par terre. Chika détourne les yeux. Elle sait que la femme est à genoux dans la direction de la Mecque, mais elle ne regarde pas. C'est comme les larmes de la femme, une expérience intime, et elle regrette de ne pas pouvoir quitter le magasin, ou de ne pas pouvoir prier elle aussi, croire en un Dieu, voir une présence omnisciente dans l'air confiné du magasin. Elle ne se souvient pas d'un moment où son idée de Dieu n'ait été floue, comme un reflet dans un miroir de salle de bain embuée, et elle ne se souvient pas d'avoir jamais tenté d'essuyer le miroir. Elle touche la bague chapelet qu'elle porte encore, au petit doigt parfois ou à l'index, pour faire plaisir à sa mère. Neddy ne porte plus la sienne, elle qui a dit une fois, en riant de son rire de gorge, « Les chapelets, c'est rien d'autre que des potions magiques, et j'ai pas besoin de ça, merci. » Plus tard, la famille fera dire des messes à maintes et maintes reprises, pour qu'on retrouve Neddy saine et sauve, mais jamais pour le repos de son âme. Et Chika reprendra à cette femme en prière, la tête contre le sol poussiéreux, et elle renoncera à dire à sa mère que faire célébrer des messes est un gaspillage d'argent, que c'est juste une façon de procurer des fonds à l'église. Lorsque la femme se relève, Chika se sent étrangement revigorée. Plus de 3 heures se sont écoulées, et elle s'imagine que l'émeute s'est calmée, que les émeutiers se sont dispersés. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle rentre à la maison et s'assure que Neddy et sa tante y vont bien. « Il faut que je m'en aille, » dit Chika. À nouveau, l'expression d'impatience sur le visage de la femme. Dehors, il y a danger. Je crois qu'ils sont partis. Je ne sens même plus l'odeur de fumée. La femme ne dit rien. Elle se rassied sur le lapin. Chika l'observe quelques instants, déçue sans savoir pourquoi. Peut-être veut-elle que la femme lui donne sa bénédiction, quelque chose. « Votre maison est loin d'ici » demande-t-elle. « Oui, je prends 2 autobus. »« Alors je reviendrai avec le chauffeur de ma tante et je vous reconduirai chez vous. » La femme tourne la tête. Chika se dirige lentement vers la fenêtre et l'ouvre. Elle s'attend à ce que la femme lui demande de s'arrêter, de revenir, de ne pas faire l'imprudente. Mais la femme ne dit rien et Chika sent ses yeux calmes dans son dos quand elle escalade la fenêtre. Les rues sont silencieuses. Le soleil baisse et Chika regarde autour d'elle dans la pénombre du soir, ne sachant pas trop par où aller. Elle prie pour qu'un taxi surgisse par magie, par chance, par la grâce de Dieu. Puis elle prie pour que Neddy soit dans le taxi et lui demande où elle était passée, bon sang, elle était tellement inquiète. Chika n'est pas arrivée au bout de la 2e rue dans la direction du marché qu'elle voit le corps. Elle manque ne pas le voir, s'en approche tellement qu'elle sent sa chaleur. Le corps doit avoir été brûlé très récemment. L'odeur est renversante, une odeur de chair rôtie comme elle n'en a jamais senti de pareille. Plus tard, quand elle parcourra Tucano avec sa tante, un policier assis à l'avant de la voiture climatisée, elle verra d'autres corps brûlés pour beaucoup, gisant dans le sens de la longueur contre le bord du trottoir, comme si quelqu'un s'était donné la peine de les pousser et de les aligner. Elle regardera un seul des corps, nu, raide, couché sur le ventre, et elle sera frappée de constater qu'elle ne peut dire si cet homme en partie brûlé est Ibo ou Haoussa, chrétien ou musulman, en regardant cette chair calcinée. Elle écoutera la BBC et entendra les bulletins sur les morts et les émeutes. Religieuse sur fond de tension ethnique, dira la voix. Et elle jettera la radio contre le mur, prise d'une fureur noire devant la façon dont tout a été présenté, édulcoré, comprimé pour faire tenir en si peu de mots tous ces corps. Mais maintenant la chaleur du corps brûlé est si proche d'elle, si présente et tiède, qu'elle fait demi-tour et repart en flèche vers le magasin.
En courant, elle sent une douleur vive à son mollet. Elle arrive au magasin et tape à la fenêtre, tape jusqu'à ce que la femme lui ouvre. Chika s'assied par terre et examine, à la lumière qui baisse, le filet de sang qui s'étire le long de sa jambe. Elle sent ses yeux chavirer. Il a l'air étranger, ce sang, comme si quelqu'un lui avait envoyé une giclée de concentré de tomate. « Ta jambe, il y a du sang », dit la femme avec une certaine lassitude. Elle mouille un coin de son foulard au robinet et nettoie la coupure à la jambe de Chika, enroule le foulard mouillé autour, puis fait un nœud au mollet. « Merci, dit Chika. Tu veux toilette ? Toilette ? Non. On se sert de conteneur là, pour toilette, dit la femme. Elle emporte un des conteneurs au fond du magasin et l'odeur remplit aussitôt les narines de Chika, se mélange à celle de la poussière et de l'eau métallique, et lui donne le tournis et la nausée. Elle ferme les yeux. Désolée, oh, mon ventre va mal, avec tout ce qui passe aujourd'hui, dit la femme derrière elle. Après, la femme ouvre la fenêtre et met le conteneur dehors, puis elle se lave les mains au robinet. Elle revient et Chika et elle s'assaillent côte à côte en silence. Au bout d'un moment, elles entendent au loin des voix criardes scander des mots que Chika n'arrive pas à comprendre. Le magasin est presque entièrement plongé dans l'obscurité quand la femme s'allonge sur le sol, le haut du corps sur le lapin et le reste non. Plus tard, Chika lira dans The Guardian que dans le nord du pays, les musulmans de langue Haoussa réactionnaire sont connus pour avoir déjà exercé des violences contre des non-musulmans. Et au cœur de sa douleur, elle prendra le temps de se souvenir qu'elle a examiné les mamelons et connu la gentillesse d'une femme Haoussa et musulmane. Chika ne dort pratiquement pas de la nuit. La fenêtre est fermée hermétiquement. Il n'y a pas d'air dans la pièce et la poussière épaisse et sablonneuse lui entre dans le nez. Elle ne cesse de voir le cadavre noirci flottant dans un halo près de la fenêtre, un doigt accusateur pointé sur elle. Finalement, elle entend la femme se lever et ouvrir la fenêtre, laissant entrer le petit jour bleu et terne. La femme reste debout quelques instants avant de sortir en escaladant. Chika entend des bruits de pas, des gens qui passent. Elle entend la femme appeler, d'une voix qui s'élève comme si elle reconnaissait quelqu'un, puis des paroles rapides en Haoussa que Chika ne comprend pas. La femme revient dans le magasin. Danger est fini. C'est Abou. Il vend provisions. Il va voir son magasin. Partout, il y a policiers avec gaz lacrymogène. Petit soldat, il vient maintenant. Je pars maintenant avant que soldat commence à harceler les gens. Chika se lève lentement et s'étire. Ses articulations sont endolories. Elle fera à pied tout le trajet de retour jusque chez sa tantie, dans le lotissement privé, parce qu'il n'y a pas de taxi dans la rue, rien que des jeeps de l'armée et des berlines de police en piteux état. Elle trouvera sa tantie errant d'une pièce à l'autre, un verre d'eau à la main, répétant sans cesse en ibo à mi-voix « Mais pourquoi vous ai-je demandé de me rendre visite à Neddy et toi ? Pourquoi mon chine m'a-t-il trompé comme ça ?» Et Chika empoignera fermement sa tantie par les épaules et la conduira à un canapé. À présent, Chika détache le foulard de sa jambe, le secoue comme pour chasser les taches de sang et le tend à la femme. « Merci. Lave ta jambe bien bien. Salue ta sœur. Salue ta famille. » dit la femme, en serrant son lapin autour de sa taille. « Salue ta famille aussi. Salue ton bébé et Alima, dit Chika. Plus tard, sur le trajet de retour, elle ramassera une pierre cuivrée par une tache de sang séché et elle portera ce souvenir morbide contre sa poitrine. Et à ce moment-là, dans une sorte d'étrange éclair en serrant la pierre, elle se doutera qu'elle ne retrouvera jamais Neddy, que sa sœur a disparu. Mais pour le moment, elle se tourne vers la femme et ajoute « Est-ce que je peux garder ton foulard, au cas où ça se remette à saigner ?» La femme regarde un moment, l'air de ne pas comprendre, puis elle hoche la tête. Peut-être y a-t-il le début d'une souffrance à venir sur son visage, mais elle esquisse un sourire absent, avant de tendre le foulard à Chika et tourner le dos pour escalader la fenêtre.